Bonjour et bienvenue dans Les Portraits de Mission, une série de podcasts proposés par les Brefs du Social pour l'IGAS et diffusés sur IGAS Corner. Aujourd'hui, nous recevons Magali Guégan et Franck Le Morvan pour leur rapport intitulé Handicap, comment transformer l'offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes. Il a été écrit avec Yannick Le Guillou et avec le concours de Juliette Berthe et Yahweh Yuan Even du pôle Données. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Magali, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Michael. Pour commencer, je me demandais quelle était votre intention de départ tout au début, au démarrage de la mission. Vous vous attaquiez à un secteur très vaste, l'offre sociale et médico-sociale pour les personnes souffrant de handicap, un secteur très divers et qui n'a pas toujours bonne presse d'ailleurs. Est-ce que vous vous rappelez des objectifs que vous vous étiez fixés tout au début de la mission? J'avais travaillé 3 ans avant sur un sujet comparable à celui de notre mission. C'était déjà sur la transformation de l'offre, mais dans la perspective un peu particulière de l'adaptation au Covid, des nombreux assouplissements aux règles qui encadrent le fonctionnement des établissements dédiés aux personnes en situation de handicap, qui avaient été prévus dans le cadre effectivement de la crise sanitaire. Et clairement, si je devais se réunir en peu de mots, l'objectif, en tout cas, celui que moi j'avais clairement en tête, c'était faire en sorte que les recommandations qu'on avait faites il y a 3 ans soient véritablement mises en œuvre. On avait constaté en 2021 une très forte demande de transformation, y compris des acteurs eux-mêmes, d'adaptation du cadre pour favoriser la transformation. La transformation, en fait, elle était quand même encore très entravée. Il y avait encore beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites. Merci beaucoup Franck. Est-ce que Magali et Franck, vous avez pour cette mission utilisé une méthode particulière ou peut-être plus généralement, est-ce que vous pourriez nous parler de la méthodologie que vous aviez utilisée et nous en donner les principaux axes, disons? Peut-être sur ce point, je peux répondre. Alors moi, j'arrivais avec une vision assez naïve du sujet parce que j'avais jamais travaillé sur le secteur du handicap. Et donc, dans la première chose, c'était que c'est un secteur qui est très varié, avec pas de représentation comme on peut en trouver sur le secteur sanitaire, par exemple, un peu unifié. Et donc, une diversité des acteurs avec des positions qui pouvaient parfois être un peu différentes sur les enjeux de la transformation de l'offre. Et donc, l'idée, c'était que pour chaque typologie, on va dire, d'acteurs à mobiliser, de toujours essayer d'avoir leur vision des choses, leur vision des freins sur le terrain. Et donc, les méthodologies, elles ont été un peu différentes selon les acteurs à qui on s'adressait. On avait fait le choix aussi d'avoir évidemment toutes les administrations, mais donc sur les ARS, on a travaillé surtout par enquête et audition. Et on a fait toute une très grande vague d'auditions sur tous les représentants, à la fois de gestionnaires et à la fois de personnes concernées, sachant qu'en plus dans ce secteur, la particularité, c'est qu'on a des associations qui sont aussi multicasquettes, donc qui sont à la fois représentants des personnes concernées et gestionnaires de SMS. Et donc, il y avait aussi cet enjeu de bien discerner un peu les positions des uns et des autres pour essayer de trouver un peu ce qui était le fil directeur qui pouvait être commun sur cette mission, et c'était ce qu'il y avait finalement de plus difficile parce qu'avec toutes les différences de handicap, il y a des positionnements différents et nous, notre objectif, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui soit un peu la colonne vertébrale de la transformation sans rentrer dans des attentes plus micro, en tout cas de typologie de handicap, sinon ce serait heurté très vite à des risques d'incohérence dans nos propres recommandations. Très bien, merci. Et du coup, est-ce qu'il y a au cours de la mission des choses qui ont été des surprises? Parce que parfois, au départ de la mission, on a un certain nombre d'idées, mais on peut être surpris par des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Et plus généralement, est-ce qu'il y a des interlocuteurs qui vous ont marqué ou qui justement vous ont surpris? Moi, j'étais surprise de tout, on va dire, parce que je partais vraiment d'un point de vue naïf. Donc, je vais peut-être plutôt laisser Franck sur la partie est-ce qu'il y a eu des surprises par rapport à ses précédents travaux, et je pourrais revenir sur en tout cas, moi, un moment marquant pour moi dans cette mission. Non, franchement, du point de vue institutionnel, du point de vue de beaucoup d'acteurs qu'on a rencontrés, toujours des choses aussi passionnantes à dire, mais je les connaissais déjà, je les connaissais bien aussi pour avoir déjà un peu travaillé avec eux avant. En revanche, ce que j'ai pu faire cette fois et qu'on n'avait pas pu faire à l'époque de la mission,
post-Covid et que c'était assez compliqué, c'est qu'on a pu vraiment aller beaucoup sur le terrain. Oui, il y a eu quelques moments très forts voilà, que j'avais pas anticipé. Donc, d'une certaine façon, mais ça, c'est contact avec l'humain est toujours source de surprise, même quand on connaît bien. Se sélectionner un cas plutôt qu'un autre, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai que oui, pour aller peut-être l'expérience la plus forte, peut-être Magali pourra donner d'autres, mais c'est celle du foyer médicalisé ou de camp. On a vu des personnes en situation de handicap psychique. On a eu quelques échanges avec ces personnes sans être très libre. Et vraiment, ça. Mais bon, c'est difficile d'en dire plus. Oui, donc au-delà effectivement de ce café, de ce temps partagé avec des personnes concernées dans un foyer d'accueil médicalisé, moi j'ai pu aussi faire une immersion de 48 heures dans un dispositif dit transformé, et donc qui accompagne les enfants à la fois au sein des murs, à l'école, dans des activités d'inclusion. Et ça, passer 48 heures pour découvrir à la fois le métier, à la fois comment les enfants percevaient leur accompagnement, c'était très riche pour moi, en tout cas, voir bien comment ça s'incarne dans la réalité, les choses dont on parle, en fait. Merci beaucoup. Si on en vient au fond maintenant, quels sont les principaux, assez rapidement, mais les principaux enseignements que vous avez tirés de cette mission et qui sont probablement, pas probablement d'ailleurs, très bien retracés dans le rapport? Est-ce que vous pouvez nous retracer ça assez vite? Merci. Contrairement à ce qu'on a souvent comme image des établissements socio-médico-sociaux en général, et peut-être du secteur du handicap en particulier, c'est que les établissements eux-mêmes sont demandeurs de la transformation. Et beaucoup d'acteurs au sein de ces établissements sont demandeurs. Quand je dis acteurs, là, je parle des salariés, les éducateurs, les cadres de ces établissements. Ils veulent la transformation. Ils ne sont pas forcément tous de la même façon, mais beaucoup sont en attente de transformation. Beaucoup souhaiteraient travailler dans d'autres conditions qui soient meilleures, qui leur permettent notamment de mieux répondre à la demande précise de chaque personne, au lieu d'appliquer des fonctionnements plus ou moins normés qui visent d'abord à répondre à ce qu'est l'institution, et non pas à répondre aux besoins de chaque personne individuellement. Ce qu'on a voulu montrer dans le rapport, c'est qu'en fait, des postures totalement idéologiques sur soit l'établissement, soit le tout inclusif, en fait, elles tiennent pas au vu de la diversité des attentes et des besoins des personnes, et qu'en fait, aujourd'hui, ça se décrète pas de dire qu'il faut de l'inclusion, et de l'inclusion à tout prix peut ne pas avoir de sens et peut ne pas du tout correspondre aux attentes des personnes, sauf réforme profonde de la société en elle-même, mais en l'absence de réforme profonde de l'éducation nationale, du milieu du travail, clairement, il faut trouver les solutions les plus adaptées aux personnes. Et en fait, pour ça, le médico-social doit lui-même s'ouvrir pour pouvoir suivre les personnes, qu'elles soient enfants ou adultes, mais encore plus enfants, parce que c'est là où les espoirs sont pour l'inclusion de demain, pouvoir s'adapter totalement au profil et aux attentes des personnes et proposer des accompagnements qui changent dans le temps, qui sont mixtes dans le temps. Et c'est vraiment sur ça qu'on a travaillé pour donner les outils juridiques, financiers, numériques, qui permettraient d'atteindre cette cible le plus précocement possible. Oui, c'est ce qu'on comprend à la lecture de votre rapport, essayer d'être dans une logique de parcours plutôt que d'être dans des dispositifs juxtaposés les uns à la suite des autres. Alors, ce rapport, il est sorti fin mars, je crois. Comment il a été reçu? Comment il vit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce rapport quelques mois après sa sortie? Alors sur le rapport, on a eu plutôt des bons échos d'acteurs aussi bien des institutionnels que des acteurs professionnels et des associations. Évidemment, il y a eu aussi des critiques, et notamment quand on ne parle pas assez de certains types de handicap. Ça, c'est des choses qui ont pu revenir, mais donc on explique que c'était un choix très assumé de notre part aussi.
de trouver ce qui était transversal sur le handicap. Et on continue, on a beaucoup restitué. C'est un rapport qui a donné lieu à pas mal de restitutions. Alors, les restitutions habituelles des commanditaires et des administrations centrales, mais on a fait également des restitutions ARS pour vraiment rentrer dans la technicité des sujets, parce que c'est eux qui vont aussi devoir mettre en œuvre certaines recommandations du rapport. Et on a fait un premier webinaire qui a réuni plus de quasiment 400 personnes, je crois, à l'attention des structures médico-sociales et des associations, notamment tous ceux qui ont participé, parce que on a vu beaucoup de gens, on a écouté beaucoup de gens, et donc on trouvait que c'était bien aussi de leur rendre l'appareil en leur présentant lors d'un temps dédié les conclusions de notre rapport. Donc ces restitutions, elles vivent, et la ministre a annoncé un plan d'action pour la rentrée, donc on est en attente de voir ce que sera ce plan d'action. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que j'ai bon espoir qu'on puisse, en tout cas, il y a 3 ans, que tout ça débouche sur des mesures concrètes. Et maintenant, je crois vraiment que, et c'est un point qu'on a évoqué avec le cabinet, mais il faut un pilotage fort. C'est-à-dire que beaucoup de choses ne se sont pas faites il y a quelques années parce que, justement, il y avait de la bonne volonté partout, mais il y a aussi beaucoup d'angoisse, de crainte, y compris d'ailleurs des acteurs publics. Il faut un accompagnement fort. Il faut qu'il y ait il faudrait qu'il y ait une direction de projet au niveau central pour impulser tout ça et faire travailler ensemble, d'ailleurs, des acteurs très différents. Pour impulser et pour accompagner, en quelque sorte, c'est-à-dire pour ne pas laisser les acteurs tout seuls, quoi. Exactement. Ok. Très clair. Merci beaucoup Franck, merci beaucoup Magali, merci Michael. C'était les portraits de mission présentés aujourd'hui par Michael Auchan et Mathieu Angotti, une série de podcasts proposés pour l'IGAS par les Brefs du Social que vous pouvez retrouver sur IGAS Corner. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.